Donc j'ai le plaisir d'animer effectivement cette rencontre entre trois députés européennes élus de notre région sud-est, à savoir que ces trois élus sont là pour répondre à vos questions donc, sur les deux thèmes vers une Europe plus sociale et solidaire et quelle Europe pour les citoyens face au changement. Le baromètre, le parlemètre dont vous parlez tout à l'heure Muriel Mouret en introduction, fait ressortir sur ce thème comme priorité la politique relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et également le fait qu'un Français sur deux réclame un système de protection sociale harmonisé au niveau européen. Donc vous êtes paradoxalement pour que l'on arrête de parler d'Europe sociale. Pourquoi ? Bon, d'abord, je salue tous ceux qui sont venus, évidemment, le mouvement européen, cher à mon cœur, mais les autres aussi, des amis de la région, et puis les étudiants qui se cachent en haut, mais on est content qu'ils soient là. Oui, quand on a préparé la rencontre, j'ai dit que personnellement, je répugnais à utiliser l'expression d'Europe sociale parce que je trouve qu'elle a trop souvent abusé les citoyens. Donc je voudrais faire un pas en arrière et juste vous expliquer un petit peu. Nous sommes dans une union, beaucoup de gens n'ont pas en tête, dans laquelle il y a plus de 500 millions d'Européens, 28 pays avec une hétérogénéité qui est assez forte, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans cet ensemble, on a la zone euro, qui partagent la même monnaie, et on a des pays qui ne sont pas dans la zone euro. Je laisserai pour l'instant de côté la question du départ du Royaume-Uni, on pourrait y revenir après. On en parlera dans la deuxième partie, voilà. Effectivement. Personnellement, je suis extrêmement sensible à ces questions-là, puisque je préside l'intergroupe de lutte contre la pauvreté du Parlement européen, ce qui est un regroupement pluraliste de députés, dans lequel nous essayons de donner une voix aux personnes démunies, et dans lequel nous organisons modestement, parce que le Parlement n'a pas des moyens exécutifs, on ne peut pas faire des politiques, mais on peut contribuer à faire apparaître des thèmes dans le débat, on peut mettre un peu la Commission européenne qui, elle, a le pouvoir d'initiative sous pression, etc. Donc je suis à la fois extrêmement sensible à ces questions, j'ai même le sentiment que la montée des inégalités, même si elle est beaucoup moins forte en Europe continentale qu'elle ne l'est au Royaume-Uni ou aux États-Unis, quand on regarde un indice qu'on appelle le coefficient de Gini, je suis persuadée que la montée des inégalités contribue très largement à la situation, je dirais, de confusion dans laquelle est notre débat politique et de difficultés matérielles pour un certain nombre de nos compatriotes et de citoyens européens. Donc c'est une priorité absolue, mais je n'ai pas l'impression que c'est par le mode des slogans de type Europe sociale qu'on peut le régler. Je vais vous dire pourquoi. Pour deux raisons. D'abord, il est évident qu'avant de redistribuer, il faut produire. On ne peut redistribuer que la richesse qu'on a déjà produite. Et personnellement, je suis très gênée quand j'entends des personnes, que ce soit au niveau européen ou dans la campagne présidentielle française, faire miroiter des avantages alors que nous sommes dans un monde qui est extrêmement compétitif, dans lequel on peut le déplorer ou pas, mais c'est comme ça, vous avez des immenses puissances comme la Chine ou l'Inde, vous avez l'Afrique qui se réveille, qui se développe, etc., qui font que nous devons trouver un modèle de production européen qui, bien évidemment, j'insiste là-dessus, bien évidemment, reste un modèle de solidarité, mais qui n'ignore pas complètement l'évolution du reste du monde. Parce qu'il n'y a rien qui vous protège autant à long terme que de produire un certain nombre de choses qui ont des clients véritables et qui donnent des débouchés à vos entreprises. Je ne crois pas personnellement que l'objectif doit être de multiplier des dispositifs publics de type emploi aidé ou autre. La seule vraie création de richesse, c'est celle qui s'adosse à un développement durable, c'est-à-dire durable à la fois environnementale et sociale. C'est que nous ne sommes pas seuls en Europe et qu'il faut faire très attention à ne pas voir l'Europe avec des lunettes franco-françaises. Si vous regardez dans la même Union européenne, avec les mêmes règles, avec les mêmes contraintes, avec les mêmes défauts, vous avez en ce moment des pays qui sont au plein emploi. Je pense à l'Allemagne, je pense à l'Autriche, et des pays qui ne le sont pas. Vous avez des pays qui ont des performances extrêmement contrastées. Et souvent, en France, on entend un espèce de raccourci qui consiste à dire l'Europe va mal. L'Europe, elle va plus ou moins mal. Et elle va plus ou moins mal, pourquoi ? Parce que dans un système qui, encore une fois, n'est pas parfait et qu'il va falloir réformer, assurément, on a quand même des pays qui ont réformé leur école, quand l'OCDE a fait valoir que les systèmes scolaires européens n'étaient pas en très bon état. Ce n'est pas Bruxelles qui s'occupe de notre école. Si notre école laisse autant d'enfants sur le bord de la route, ce n'est pas du niveau européen que ça dépend. La formation professionnelle coûte 32 milliards en France et elle ne permet pas de former ou de reformer, recycler des gens qui sont au chômage. Ça non plus, ça ne dépend pas de Bruxelles. La politique du logement ne dépend pas de Bruxelles. Donc vous voyez, vous avez une imbrication de responsabilités entre des décisions qu'il faut prendre au niveau européen
qui sont des décisions qui doivent assurément mettre en place un modèle de solidarité, mais aussi veiller à la compétitivité de l'appareil économique européen, c'est-à-dire à sa capacité à s'insérer dans le commerce mondial tel qu'il est en ce moment. Quand, par exemple, des gens disent qu'ils sont favorables à une harmonisation, moi, je ne sais pas pourquoi on formule des questions comme ça. Ça veut dire quoi? On est favorable à une harmonisation sur quel modèle? Pour harmoniser vers quoi? Pour harmoniser vers un système national qu'on croit parfois meilleur, mais qui se trouve ne plus être financé puisqu'il tient à crédit? Ou est-ce qu'on est prêt à aller vers des modèles qui sont moins protecteurs? Ou est-ce qu'on est prêt à faire des efforts pour avoir un modèle plus protecteur? Si par exemple, je prends un exemple tout bête sur la durée du congé de maternité, c'est pas en France qu'il est le plus long. Vous voulez harmoniser sur quoi? Sur le modèle français, qui sera une régression pour certains? Et à l'inverse, si dans d'autres domaines, c'est chez les autres que c'est régressif, est-ce que vous serez prêt à faire... Donc, je pense que ces questions-là, de même que tous les slogans, sont des slogans qui abusent des esprits. Donc la vraie question, c'est que nous devons redéfinir avec nos partenaires, qui ont parfois des systèmes, encore une fois, de formation professionnelle, d'assurance chômage, de retraite, etc., qui ont été beaucoup plus réformés que nous, un modèle qui soit durable, que la question de la lutte contre les inégalités, de la lutte contre l'exclusion, il faut la remettre au cœur du système, et la remettre dans un système qui économiquement fonctionne. C'était surtout ça le message, et d'ailleurs je suis en commission des affaires économiques et monétaires, et je pense qu'il ne faut pas opposer l'économie et le social comme on l'a souvent fait. Il y a des choix économiques peut-être à recalibrer, mais la France doit se poser un certain nombre de questions dans un système européen qui lui-même doit se poser un certain nombre de questions. Donc tout d'abord, bonjour à tous et à tous. À mon tour, je vous dis combien je suis ravie de participer à ce débat, parce que je pense que ce type de débat est quelque chose d'essentiel pour que les uns et les autres puissent mieux comprendre le fonctionnement des institutions européennes dans notre pays, qui a le triste privilège d'être le pays qui connaît le moins le fonctionnement du Parlement européen et dans lequel le sujet est le plus maltraité, si j'en crois l'Eurobaromètre établi par le Parlement européen. Moi, je suis depuis toujours une Européenne convaincue. Je fais partie des gens qui ont voté le traité de Maastricht. Et si j'ai voté le traité de Maastricht, c'est parce que derrière le traité de Maastricht, il y avait, enfin, dirais-je, après la construction d'une Europe économique, la construction d'une autre Europe, d'une Europe sociale et d'une Europe en termes de justice et de liberté. Je pense que au départ de la construction européenne, avec les premiers élargissements, nous avons en permanence, les institutions en permanence ont essayé de rapprocher, au point de vue économique et social, l'ensemble des pays membres de la communauté économique européenne de l'époque. Malheureusement, à partir de la fin des années 90, ça n'a plus été le cas. Et nous avons eu de plus en plus de divergences économiques et sociales. Je dirais quand même que quand la Grèce, l'Espagne et le Portugal sont arrivés dans l'Union européenne, on peut critiquer ce qui a été fait, la façon dont ça a été fait, mais l'objectif était de faire converger ces économies du Sud vers les économies dites du Nord. Au moment où les pays de l'Est de l'Union européenne sont rentrés dans l'Union européenne, on les a fait rentrer à marche forcée sur les critères de Copenhague et la question sociale a été totalement balayée. Moyennant quoi, nous avons des écarts entre les pays de l'Est et les pays de l'Est qui sont une des principales causes du dumping social qui existe actuellement à l'intérieur de l'Union européenne. Je vais prendre un exemple. Peut-être que je surprendrai certains d'entre vous dans la façon dont je vais en parler. La fameuse directive travailleurs détachés. Ceux qui demandent son abrogation, quel que soit le camp politique à laquelle ils appartiennent, ne connaissent strictement rien au fonctionnement des institutions européennes et au droit européen. La directive travailleurs détachés date de 1996, à une époque où justement on cherchait les convergences sociales, où il s'agissait, après l'entrée de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce, de faire en sorte qu'il n'y ait pas, ou le moins possible, de dumping social entre les pays du Nord et les pays du Sud. Cette directive était insuffisante, et on le voit plus que jamais aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vous passe sur les différentes étapes. La Commission a enfin mis sur la table un texte qui vise à corriger les défauts de la directive de 96. Les pays
du groupe de Visegrad, donc les pays de l'Est de l'Union européenne, qui sont les principaux bénéficiaires du dumping social, s'opposent à cette directive parce qu'ils veulent pouvoir continuer le dumping social comme d'autres empêchent toute règle en matière de fiscalité parce qu'ils veulent continuer le dumping fiscal. Tant que les pays de l'Union européenne, les gouvernements des États membres de l'Union européenne auront des attitudes de cette nature, continueront d'avoir des attitudes de cette nature, on creusera les écarts, on creusera les fossés entre les citoyens européens et on continuera de détruire l'Union européenne au lieu de construire vers quelque chose qui donne du sens commun. L'Union européenne reste la zone économique la plus riche du monde. Et dans cette zone économique la plus riche du monde, les écarts de richesse entre les plus pauvres et les plus riches ne cessent de s'aggraver, avec des écarts entre États membres qui sont assez hallucinants. Et les politiques européennes actuelles, malheureusement, continuent de creuser ces écarts au lieu de converger. Alors après, il ne faut pas s'étonner de la montée des populismes et du nationalisme, c'est le résultat même de ces écarts et de la contradiction, comme disait monsieur le directeur, entre les attentes des citoyens et la réalité des politiques qui fait que le rêve d'Europe est en train de se détruire. Bien, merci Madame Vergiat. On va donc passer à Sylvie Guillaume et encore parler effectivement d'écart. Alors, 22 des 28 États de l'Union européenne ont instauré un salaire minimum légal, avec des disparités énormes. Hein. Pour vous donner une idée, sur vos deux bouts de la fourchette, c'est 215 € mensuels bruts pour la Bulgarie, et c'est 1923 €, toujours pas mensuels bruts bien entendu, pour le Luxembourg, et la France se situant, le dernier chiffre étant de 1480,27 €. Alors, Sylvie Guillaume, faut-il inciter les autres pays à instaurer un salaire minimum légal? Et j'irai même un peu plus loin. Est-ce qu'il ne faudrait pas fixer un salaire minimum européen? J'ai pris ce débat un tout petit peu en route, mais je comprends le sens que vous voulez donner à cela et la manière dont je crois, nous trois ici, on a envie de donner à la fois une image qui ne soit pas béni oui-oui, ou trop idéale ou béate d'un certain nombre de questions, mais en même temps donner aussi des exemples concrets sur ce qui peut encore avancer. Mais peut-être avant de venir sur cette question du salaire minimum, un petit mot aussi que vous avez peut-être abordé sur pourquoi on en est là aussi, pourquoi il y a un enjeu majeur maintenant. Je pense que mes collègues ont dû en parler. Cette question de l'Europe sociale, des politiques sociales de l'Union européenne se pose depuis longtemps et manifestement nous avons du mal soit déjà à y trouver un certain nombre de réponses et surtout à les expliciter auprès de ceux qui nous interrogent, parce que les avancées que nous avons pu engranger ne sont pas forcément d'une très grande visibilité. Et quand on conjugue à la fois la difficulté, la longueur pour mettre au point ces politiques, et en plus la difficulté quelquefois à les expliciter, on arrive à quelque chose d'assez explosif. Peut-être aussi faut-il signaler que si nous avons eu du mal à progresser, c'est qu'on a beaucoup fonctionné en essayant de construire des passerelles entre différents systèmes, des passerelles entre les systèmes de retraite, des passerelles entre des systèmes d'indemnisation chômage, sans réellement travailler ou encore obtenir des résultats suffisants sur la question de progrès social ou bien encore de convergence. Et donc du coup, c'est vrai que c'est créé un très très gros décalage entre les attentes des citoyens et les réalisations de l'Union européenne. D'autant plus que, vous l'avez rappelé, les situations nationales sont extrêmement diversifiées dans les 28 États membres et que nous avons des compétences, il y a des compétences limitées sur les politiques sociales avec ces principes qui doivent être respectés dans le cadre communautaire par rapport aux compétences nationales. Donc ça fait beaucoup d'obstacles comme ça qu'il faut surmonter. Et puis, je peux rarement m'empêcher de le dire, même si je n'ai pas d'acrimonie particulière à développer là-dessus, mais quand même des freins extrêmement forts de la part de tous les États membres, de beaucoup d'États membres. Tu as cité les pays de Visegrad sur le domaine particulier de la directive détachement des travailleurs, mais dans tous les autres domaines, on a quand même cette façon d'aborder les politiques européennes avec beaucoup de repli sur soi et beaucoup de défense nationale des enjeux, comme si on voulait plaquer un modèle collectif à partir d'un modèle national. Et ça ne peut pas fonctionner aussi simplement que cela. Sur votre question,
La réponse est non. Si vous vous souvenez de la question, on ne va pas d'un seul coup. Voilà, sur la deuxième partie de la question, évidemment non. Nous n'allons pas demain, d'un coup de crayon et après quelques discussions, arriver à forger un salaire minimum commun communautaire. Évidemment que non. Mais nous devons travailler à cette hypothèse, parce que c'est un des moyens aussi de mettre au point dans les États membres un système qui, lui, s'appuie sur un système minimum national. Ça n'est pas le cas partout. Il est, vous l'avez dit, assez disparate. Il est inexistant à certains endroits. Il est très récent, si ma mémoire est bonne, dans un certain nombre d'États membres, notamment en Allemagne, où cette décision a été prise il y a assez peu de temps. Donc on parle là aussi de situations très disparates. Donc, travailler en ce sens, arriver avec les niveaux de vie, avec les niveaux de chômage et je dirais oui, le niveau de vie national dans les différents États membres, à forger ce travail sur le salaire minimum et ensuite travailler à ce bien commun. Et d'une certaine manière, je pense qu'on pourrait aussi extrapoler, et je vais conclure, je crois, par là, si je vous vois bien mon propos, on peut, à partir de cela, extrapoler aussi. On a beaucoup parlé, et on parlera, je pense, encore beaucoup, dans une campagne qui, alors pour le coup, nous est nationale, d'un revenu universel. Et je pense que cette question-là doit aussi être mise en perspective au plan européen, là aussi avec beaucoup de travail et beaucoup de réflexion et beaucoup de barrages à surmonter pour la mettre au point.